Le 10h midi, Sud Radio Média, Valérie Expert, Gilles Gansman. Bonjour à tous et à tous, jeudi 18 avril. Bonjour Gilles. Bonjour Valérie. Bonjour Bruno Ourcade. Bonjour Valérie. Les auditeurs, les téléspectateurs des 12 coups de midi vous connaissent bien évidemment puisque vous êtes le recordman français des gains. Vous avez gagné 1 million d'euros à ce jeu. Vous racontez votre histoire dans un livre, Moi millionnaire, paru chez Hors Collection. On va vous retrouver également dans d'autres jeux puisque vous êtes devenu une sorte de référence en la matière. Dans le Club des Invincibles le 27 avril sur France 2. Maintenant, vous êtes multichaîne. Et puis, Quiz des Champions, ce sera le 20 avril. C'est ce samedi. C'est ce samedi sur France 2 également. Incroyable destin que vous racontez dans ce livre, que vous racontez les coulisses, vous racontez ce qui a changé dans votre vie et c'est tout à fait intéressant. Vous faites quoi en ce moment? Vous travaillez? J'ai écrit un livre, ce qui m'a occupé pas mal de temps ces derniers mois, parce que c'est pas mon métier de base. Donc, vous l'avez écrit tout seul? Alors non, j'ai été aidé. Avec la collaboration de Cyril Legendre. Et donc Cyril Legendre, qui est un ancien maître de midi également, c'est un des premiers maîtres de midi de l'émission il y a 10 ans. Qui lui écrit beaucoup de romans à succès, notamment dans l'univers du policier, des œuvres de fiction. Et du coup, il m'a beaucoup aidé pour tout ce qui est la structure, comment organiser, etc. Ouais. Et c'est vrai que au départ, c'était peut-être plus, on va dire, un défi personnel. Parce que je m'étais dit, est-ce que moi je me sens capable d'écrire? Est-ce que j'adore lire, mais est-ce que j'ai la capacité? Et pour répondre à votre question, c'est vrai que comme j'ai pas repris d'activité professionnelle, je me suis dit aussi, ça va être mon défi, mon occupation d'essayer d'écrire ce livre que j'ai commencé déjà l'été dernier, donc ça m'a pris beaucoup de mois. Parce que c'est une secte, les gagnants et les gens. Non, mais c'est vrai. C'est un petit moment. C'est très endogame. Comme tous les milieux professionnels, finalement, c'est vrai qu'on se rencontre entre nous, on a des groupes WhatsApp, et puis maintenant il y a tellement d'émissions qui faites des réunissent. dîners et tout ça? Par exemple, avec les anciens maîtres de midi, on a ce qu'on appelle les 12 cousinades. Et donc, une fois par an, pendant un long week-end, on se réunit et on est, une quarantaine, une cinquantaine, on loue des chalets, on se retrouve entre nous. Puis, comme on a vécu à peu près la même aventure, on a les mêmes références, les mêmes blagues, etc. Et vous parlez que de ça. On a des blagues, c'est-à-dire des blagues que nous, tu te souviens, nous on peut pas quand t'as pas comprendre. répondu à la question. Exactement, c'est vrai qu'on a tous souvent une très bonne mémoire et donc on se charrie sur une réponse à laquelle la personne s'est trompée il y a 4 ans. Et Jean-Luc Reichmann est invité ou pas? Alors non, ça c'est vraiment entre nous. Il est sur notre groupe WhatsApp, mais là c'est vraiment le moment où on se regroupe entre nous. Et il y a eu des histoires d'amour entre les gagnants? Pas que je sache. Déjà moi non, puisque je pense que parmi les grands maîtres de midi, je suis le seul mec gay, en tout cas à ma connaissance. Je pense qu'il y a forcément eu en 12 ans d'émission d'autres champions, mais parmi les grands marquants, non. Et je pense pas, parce que déjà ça regroupe tellement d'âges, de tranches d'âge différents, etc. que ça doit être sympa. Faudrait filmer, c'est un concept. Un concept de télé-réalité. Il y a un auditeur qui demande si vous n'imaginez pas écrire un polar dans l'univers des jeux. Je sais pas si j'en aurais la capacité, puisque autant parler de soi, ça va, je connais le sujet, puisque je le maîtrise depuis 30 ans. Écrire des œuvres de fiction, je pense que c'est quand même un niveau au-dessus. C'est un vrai métier, écrivain, et je suis pas sûr encore d'avoir les capacités. J'adorerais être une petite souris pour voir pour entendre, et puis les entendre se dire absolument. Ah mais tu te rends compte, ils pensent que Marignan, c'est donc... Allez, on passe au zapping. Sud Radio Média, l'instant zapping. Valérie, de la pluie, des éclairs en plein désert. Je suis poète. Des éclairs en plein désert. Qui aurait imaginé un tel déluge à Dubaï, là où la climatisation régnait en maître pour lutter contre la chaleur insoutenable de Dubaï. La météo devient folle comme les images du 20h de France 2 et les témoignages. Le ciel s'est déchaîné sur la péninsule arabique. À Dubaï, il est tombé en 24 heures l'équivalent de 2 années de pluie sans précédent. C'est la réalité. J'ai jamais vu autant d'éclairs de ma vie. C'est fou. Les pistes de l'aéroport de Dubaï, l'un des plus grands du monde, totalement inondées. Les avions obligés de se frayer un chemin au milieu d'un torrent d'eau de pluie. Il y avait de l'eau, mais de l'eau partout. Si on ouvrait la portière, ça inondait la voiture. Et c'était super impressionnant parce que sur les autoroutes, il y avait des gens qui marchaient à pied. Parce qu'en fait, je pense qu'ils étaient bloqués dans leur voiture et du coup, ils n'avaient pas le choix de rentrer chez eux à pied. Quand j'ai vu images sont dingues. Les images sont toutes folles. Je ne sais pas si vous avez vu les images. Moi, j'ai cru à un moment que c'était de l'IA tellement on a du mal à croire qu'on est à Dubaï. Vous n'avez pas eu envie de vous installer à Dubaï? Je n'ai jamais mis les pieds. C'est pas vraiment une destination qui m'attire comme ça. Bon.
Hier ont été révélées les tenues officielles pour les sportifs de l'équipe de France olympique, réalisées par la maison de couture française Berluti, malgré sa consonance italienne. Alors vous allez voir, Valérie, que les petites mains ont dû faire des mesures hors normes, athlète oblige. Je sais pas si... Écoutez bien les mesures qu'ils ont dû faire. Pour confectionner 1500 tenues, une célèbre marque de luxe française, à l'accent italien. Pour une seule veste, c'est 9 heures de travail. C'est long car tout est manuel. Pendant un an, près de 150 couturiers mobilisés. Un défi de taille, surtout lorsqu'il faut assembler une veste assez grande pour Teddy Riner ou une basket à la pointure hors norme, du 56 pour Victor Wembanyama. On a doublé notre grille de taille, on démarre au 34 pour aller jusqu'au 56. Et sur le prêt-à-porter, on a démarré au 3XS pour aller jusqu'au 6XL. Donc on est vraiment dans les extrêmes. Pour parfaire le look de chaque athlète, des retouches de dernière minute sont prévues avant la cérémonie d'ouverture. Reste à défiler le 26 juillet. Ah bah du coup, je sais où je peux aller m'habiller maintenant. Voilà, vous allez chez Berluti. Chez Berluti aux Jeux Olympiques. Vous connaissiez la pointure Non, je sais que sa taille est gigantesque. Combien mais ça doit être 2 mètres, 10, plus que 14. 56, vous imaginez la pointure, 56 c'est incroyable. énorme. Et donc, voilà, Berluti n'a jamais eu autant de gamme de taille. Allez, hier, j'ai une mauvaise nouvelle pour vous, Bruno. Je suis désolé, ce matin, vous êtes gentil, joyeux. Mais j'ai trouvé une candidate qui va peut-être vous détrôner. Aïe. Ah oui, Polska, n'en touche pas à mon poste. Ah oui, et vous allez voir, elle est incollable sur la géographie. Mince. Il y a combien de pays en Europe? Il y a combien de pays En Europe 27. Eh mais attends, t'as encore C'est une vrai, réponse? c'est ça? Ouais, c'est 27, bien sûr. C'est un truc de ouf, elle. Bah enfin. Quoi? Bah attends, je sais où? 27 pays en Europe. Ouais. Est-ce que tu peux m'en citer 5? Bah oui. Vas-y. Bah l'Allemagne, la France, la Belgique, la Pologne et la Hongrie. Oh. En plus, elle a compliqué. Hein. Ouais. Elle a pas pris En plus, elle a compliqué. Quelle érudition. Eh oui, quelle érudition. Vous avez peur, hein? Ah oui, mais... Vous regardez la télé? J'adore la télé. Ouais. C'est aussi pour ça que je fais 12 coups de midi de base. Je suis très téléphage, donc j'avais loupé cette séquence. Mais, de Polska. Voilà, exactement. Non, j'aime beaucoup Et la vous télé. êtes un zappeur fou? C'est-à-dire que vous passez d'une chaîne à l'autre ou moi, vous j'ai restez... surtout mes programmes fétiches. C'est-à-dire, par alors c'est exemple, quoi alors moi, mon programme numéro 1, c'est Koh-Lanta. C'est celui depuis la première saison, je pense, j'ai absolument tout vu et je loupe aucun épisode. C'est mon rendez-vous du mardi soir. Je suis devant Koh-Lanta. Qui était le premier gagnant? Le premier gagnant, je crois qu'il s'appelait Gilles. Et alors, je ne sais pas ce qu'il est devenu, mais il me semble qu'il s'appelait Gilles. Vous le savez? J'ai travaillé sur l'émission. Vous donc posez des questions auxquelles vous n'avez pas les réponses. Non, mais après j'ai des questions, j'ai les réponses. Voilà. Sans lui, vous ne seriez pas devant nous, Jean-Luc Reichmann, donc maître des audiences du midi. Et alors qui a repris un gimmick, vous allez voir, qui était avant dans Attention à la marche, et maintenant il a repris un de ses gimmicks. Vous imaginez lequel? La question coquine, peut-être? Petit florilège. La question coquine. 22 minutes, c'est la durée idéale soit d'un câlin, soit de l'autre. Bah, si j'avais été un homme, j'aurais dit que c'était moins de 22 minutes. Par exemple, vous êtes accompagné? Alors non. Depuis combien de temps vous êtes seul? 20 ans. Ça me paraît beaucoup quand même, 22 minutes pour un câlin. Ah ouais, c'est fatigant en plus. En fait, je pense qu'on aurait vite envie de se libérer, en fait, justement, de la personne, même si ça fait du bien. Ben, allez-y, lâchez-vous, Madi. Vous êtes accompagné? Eh non, malheureusement, non. Bah voilà. Ah, tu es sur la béquille. La béquille Hein? Quelle béquille? Jean-Luc Reichmann a dû lui expliquer ce qu'était la béquille. Vous savez ce que c'est? Absolument. Vous continuez à regarder les 12 coups de midi? Alors, pas tous les jours, parce que j'ai pas la chance d'être devant ma télé à midi tous les jours, mais oui, je me tiens quand même informé, parce que c'est l'émission dans laquelle j'ai passé 9 mois. bien donc, sûr. De toute façon, on va parler du gagnant actuel qui vous a détrôné ou pas encore? Pas encore, mais il se rapproche très très dangereusement. De votre record, on en parlera dans la deuxième partie de l'émission. Il a 74 ans, Valérie, il a les cheveux gris, il ne se teint plus, il assume son âge et le boss sera à Marseille le 25 mai au stade Vélodrome. Je parle de... Michel Sardou. Le boss. Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Oh là là. Moi, je suis au fond.
Allez, j'ai décidé de faire plein de quiz vu notre invité Bruno Ourcade. Mais c'est The Boss, pas le boss. Oh, voilà, le boss, c'était Johnny. Oui, c'était pas en tout cas Michel Sardou. Vous savez pourquoi il chante Born to USA ? Ah non, je ne sais pas. Peut-être pour c'était pas contre la guerre au Vietnam. Vous n'êtes pas loin, exactement. Des amis à lui qui sont morts durant la guerre du Vietnam. Okay. Et vous savez où il est born, hein ? Où il est né ? Absolument pas. Alors, il est né à Long Branch, dans le New Jersey. J'ai plein de petites questions pour vous. Vous plein de choses. Je veux vous cultiver. Bon, écoutez, Mais il est né en quelle année, Bruce Springsteen, pour avoir des amis Il a 74 ans. 74 ans. On peut avoir des amis qui ont fait le Vietnam. Alors, écoutez, c'était Wikipédia, c'était pas ma propre culture. Plus âgé que lui, non, alors, mais très âgé quand même, parce que pour faire la guerre au Vietnam... Des amis. Venez pas des amis de ses parents. Non, mais bon. Il n'est pas en âge d'avoir fait la guerre du Vietnam, pardon. Non, j'ai pas dit que lui avait fait la guerre. Oui, mais d'avoir des amis. Bon, bref, allez, on va se retrouver dans un instant avec Bruno Ourcade, moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé, un livre bourré d'anecdotes qui raconte cette aventure incroyable. À tout de suite. L'invité du jour, c'est Bruno Ourcade. Bruno Ourcade, vous publiez Comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télévisés. Vous êtes effectivement le premier à avoir gagné 1 million d'euros à un jeu télévisé et 9 mois pendant lesquels vous avez gagné, vous avez participé à cette émission des 12 coups de midi. Voilà. Et ça fait beaucoup, puisque du coup c'était de juin à octobre 2021. Et ce que je raconte, c'est que finalement à la fin c'était presque devenu un travail. C'est-à-dire qu'au début, on est excité parce que c'est la nouveauté, les caméras, etc. Et lorsqu'on fait 252 émissions, c'est quand même compliqué. Ça fait 252 émissions. C'est ça, de près, presque 9 mois, janvier à octobre. Et c'est quand même compliqué de faire 252 fois la même chose et d'avoir toujours le même engouement, etc. Et je pense que comme j'ai perdu mon travail en cours d'émission, je me suis concentré à 100% dans l'émission Les 12 coups de midi, et je pense que oui, vraiment, c'est devenu mon travail. Vous dormiez où alors ? Est-ce que l'hôtel était payé par la chaîne ? La chaîne, alors la boîte de production évidemment défrait tout, donc c'est-à-dire les transports en train parce que je venais de Toulouse, le taxi qui vient nous chercher, nous ramener à l'hôtel, les repas, etc. Donc oui, on n'a vraiment rien à se préoccuper. Le but, c'est qu'on soit vraiment dans les meilleures conditions pour le moment du tournage. Et donc, du coup, voilà, tout ce qui est les à côté, c'est la prod qui s'en charge. On n'a aucune charge mentale là-dessus, ni financière. C'est vraiment, on est bien traité pour le coup. Mais rien ne vous destinait, en fait, à participer à ce jeu. C'est un concours de circonstances. Exactement. C'est grâce, entre guillemets, ou à cause du Covid. Complètement. Enfin, c'est plutôt grâce au Covid, d'ailleurs. Pour moi, oui. Je pense que je suis une des seules personnes qui peut-être a bénéficié du Covid, puisque j'adore les jeux, les quiz, etc. Donc plusieurs personnes m'avaient dit tu devrais faire un jeu télé. Et c'est vrai que moi j'avais une image par exemple des 12 coups de midi, un peu comme l'extrait que vous venez de diffuser, un peu soit les questions coquines, soit ce qu'on voit dans les bêtisiers, les gens qui chantent, font des imitations. Et je me suis dit c'est pas du tout pour moi, c'est pas ma personnalité, je suis un peu introverti. Et quand il y a eu le confinement, je suis retourné vivre chez ma mère qui habite près de Toulouse. Et elle est fan de l'émission, elle regarde tous les jours. Et donc du coup, j'ai regardé avec elle par la force des choses. Et je me suis dit, mais en fait, c'est pas du tout l'image que j'en avais. Il y a plein de moments tout à fait calmes, posés. Il y a vraiment des vraies questions de culture générale. Et du coup, je me suis dit, pourquoi ? En jouant, j'avais l'impression que je répondais plutôt pas mal. Donc, je me suis dit, peut-être, il y a peut-être quelque chose à se faire. Et du coup, j'ai décidé de postuler. Mais sans le confinement, je me serais jamais remis à regarder cette émission. Combien d'émissions sont enregistrées en une journée ? Alors, on tourne 5 émissions par jour. Ah oui, c'est ça. À la suite, donc, le tournage commence à peu près vers midi. Et il se termine selon la durée des émissions. Ça peut être à 20h, 21h, parfois plus. Et on tourne généralement du lundi au jeudi. Donc ça fait qu'on tourne 20 émissions à la suite, et ça sur 2-3 semaines d'affilée. Donc grosso modo, en 3 semaines, on a enregistré 60 émissions. Et surtout que du coup, parfois, ça fait un décalage. C'est-à-dire, moi, en juillet, j'enregistrais les émissions d'octobre. Et donc, il faut qu'on soit habillé comme si on était en automne, alors qu'il fait 35 degrés à Paris. Mais quand vous enregistrez les émissions, les unes à la suite des autres, vous devez être crevé quand même. Oui, et ça, je pense que c'est ça que le téléspectateur ne perçoit pas ce que vous racontez dans le livre. On perçoit pas ça du tout, on le sait pas en fait. Exactement. Et souvent, quand on se plaint, entre guillemets, en disant les tournages sont fatigants, souvent on nous dit ça va, vous travaillez pas à l'usine. Alors oui, c'est vrai, il y a clairement pire comme situation que champion de jeu télé, mais c'est vrai que déjà le stress, la pression, parce que quand on n'est pas habitué à des caméras, en fait, passer à la télé, c'est quand même un petit stress, je pense qu'on s'en rend pas compte, et vraiment la fatigue physique d'enregistrer des salves de 60 émissions, et c'est là où on se dit Jean-Luc Reichmann et Z, la voix off, qui, je pense, ne pas leur faire insulte en leur disant qu'ils sont un petit peu plus âgés que moi, ils ont une énergie incroyable. Et chaque émission, ils la commencent, mais comme si c'était la première, et une énergie incroyable, alors que moi, je suis affalé sur mon pupitre, j'ai envie de dormir. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de maîtres de midi, on citait Paul
ou Eric, qui ont une culture incroyable, mais ils ont perdu sur juste sur la fatigue. C'est-à-dire qu'ils avaient la réponse, mais leur cerveau était complètement éteint parce qu'ils ont lâché. Et je pense que c'est ça qui est dur, c'est de tenir la fatigue. Mais vous venez avec 2 valises, 3 valises de fringues? Ah, mais absolument. Non, mais c'est vrai? Oui, alors, la première fois qu'on vient, ils nous disent de venir avec 4 ou 5 tenues. Si jamais on gagne, comme ça, on a pour les suivantes. Et puis, lorsqu'on dure un moment, finalement, il faut ramener sa garde-robe. Et dans la loge, il y a un portant. Et au bout d'un moment, j'avais quasiment plus de vêtements chez moi. Ils étaient tous dans les studios de la voilà. Comment vous êtes préparé? Parce que vous aviez cette culture générale de base, et puis après on s'entraîne, on fait quoi? On fait des fiches, on lit le dictionnaire, on apprend l'encyclopédie par cœur? Moi j'ai décidé, de bien me préparer, parce que je me suis dit, il faut pas juste miser sur sa culture générale. Et alors c'est un peu paradoxal de réviser la culture générale, parce que c'est tellement large, ça regroupe tout et n'importe quoi, donc il n'y a jamais de fin, on peut pas commencer, etc. Mais pour me rassurer psychologiquement, j'avais quand même décidé de faire des fiches. Moi, je suis quelqu'un d'un peu très organisé, pour pas dire psychorigide. Et du coup, je faisais des fiches où, par exemple, les fiches d'histoire, je mettais les dates en jaune, les personnages en bleu, les lieux en vert. C'est ce que fait Paul Elkarat aussi. Oui, absolument. Il a aussi une mémoire très visuelle. Et du coup, quand Jean-Luc pose une question sur un sujet, tout de suite je visualise la fiche et je suis capable de retrouver les éléments. Et pareil, pour me détendre, le soir je regardais des films, mais des films par exemple de la culture française que moi, de par ma culture, j'avais pas regardé, tout ce qui était les Deux Funès, Belmondo, etc. En me disant c'est vraiment la culture TF1, ça peut tomber. Ça veut dire que votre vie a été faite en fonction de ce jeu. Ça veut dire que c'était devenu une obsession dans votre vie. C'était non seulement un travail, mais tout dans ma vie était organisé là-dedans. Et je pense que du moment que j'ai perdu mon vrai travail, donc mon CDI, je me suis dit, je recherche pas de travail, je me concentre à 100% pour l'émission. Et puis pareil, même toute la logistique à côté, c'est-à-dire que c'est mon beau-père qui venait chercher les voitures, qui s'occupait de les immatriculer, les assurer. Ma mère, elle prenait les cadeaux en photo et elle faisait les listes sur qu'est-ce qu'on garde pas, etc. Enfin vraiment, toute la famille s'est organisée autour de cette émission pendant 9 mois. Qu'est-ce qu'elles sont devenues les 9 voitures? J'ai vu des choses passer dans la presse. J'en ai offert une à mon cousin parce que sa voiture est tombée en panne. J'en ai gardé, c'était une Ford Puma. Moi, j'ai gardé une Ford Fiesta en me disant, on sait jamais de quoi ma vie sera faite si j'ai besoin d'une voiture. Et sinon, j'ai vendu les autres. Surtout que dans le lot, il y avait quand même une Mustang qui valait, je crois, 50 ou 55 000 euros. Et combien vous ont rapporté la vente des 5 voitures? À chaque fois, je les vendais entre 15 et 18 000 euros et j'en ai vendu, 5, 6. Donc finalement, 100 000 euros. On rattrape presque 100 000 euros. Qu'est-ce que vous avez fait de l'argent? Vous avez tout claqué? Absolument pas, tout le contraire. Vous avez fait des folies? Alors, en fait, vous n'êtes pas le genre. je suis pas très. Surtout qu'en plus, on nous offre tellement de cadeaux que finalement. Vous avez un appartement entièrement équipé. Mon appartement était équipé, les télés, les consoles, l'électroménager, etc. Donc c'est peut-être plus sur les voyages. Genre comme je suis fan de parcs d'attractions avec mon cousin et sa copine, on a fait 2 semaines à Orlando dans un hôtel sur place, on a fait tous les parcs, etc. Mais à part ça, à part faire des petits cadeaux par-ci par-là ou économiser pour des vacances, j'ai vraiment placé sur des assurances vie pas du tout risquées, parce que moi ma logique c'était pas de faire fructifier l'argent, c'était de me dire normalement j'aurais jamais dû gagner autant d'argent dans ma vie, j'aurais jamais dû gagner 1 million en faisant mon CDI jusqu'à 64 ans. Du coup moi je me suis dit je veux surtout ne pas perdre l'argent, plus que de famille. Voilà, les investissements en père de famille. Et donc là je fais des investissements locatifs. Dans le sud, ma famille est originaire de Pau, et donc à Pau, j'achète des appartements pour les mettre en location. Donc c'est pas la folie incroyable. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce qu'il y a des banques qui vous ont contacté? Est-ce qu'il y a des sociétés, par exemple, des associations contre le cancer ou autres qui vous ont appelé? Est-ce qu'on est très sollicité puisque c'est facile de vous retrouver? Et est-ce que vous avez été appelé par des banques privées? Qu'est-ce qui est arrivé? Alors, en fait, c'est vrai qu'on reçoit des messages. Alors, évidemment, il y a les personnes sur les réseaux sociaux qui ont le bon plan incroyable de si tu investis ça, tu as 20% de rentabilité, etc. Ou alors, tous les conseillers en crypto-monnaie, le bitcoin, etc. Tout ça, ils vous ont écrit? Ah oui, absolument. Après, c'est vrai qu'ils nous retrouvent. Ils sentent un filon, ils voient quelqu'un qui a gagné 1 million, surtout qu'ils se disent, il doit pas, c'est pas quelqu'un du showbiz, il doit pas forcément s'y connaître, etc. Et moi, non, j'ai décidé de rester dans ma banque classique, toujours la banque Midi-Pyrénées. Vous n'avez pas changé de banque? Non, j'ai toujours la même conseillère. Alors maintenant, j'ai des conseillers patrimoine, etc. que je n'avais pas avant. Avant, j'avais juste ma conseillère bancaire. Mais c'est vrai que moi, je me suis dit, non, on part pas dans une banque en Suisse. Avec Madame Chapuis. Voilà, vraiment très bien. La relation de proximité, ça me va parfaitement. Et ça peut vous suffire pour vivre sans travailler? C'est votre but ou vous avez envie de reprendre un boulot? Un peu des deux. C'est-à-dire que d'un côté, je me verrais pas refaire ce que je faisais avant, c'est-à-dire un job de bureau à faire du 9h, 18h.
un job qui me passionne pas vraiment en disant qu'à côté mes investissements limite me rapportent plus que le travail. Et puis surtout quand on a goûté à la liberté, c'est quand même un petit peu compliqué de se réenfermer dans ce système. Mais d'un autre côté, maintenant c'est vrai que ça fait un moment que je travaille pas vraiment et je pense que ça me pèse un petit peu parce que je pense que c'est aussi important de s'accomplir soit par le travail, soit déjà les relations sociales et puis le sentiment d'être utile. Mais donc c'est vrai que peut-être je m'oriente plus sur soit on va dire des CDD ou en tout cas des mi-temps, c'est-à-dire des choses qui me laissent le temps à côté pour ma liberté, me cultiver, voyager. Et par exemple, vos locations vous rapportent combien par mois ? Alors pour l'instant, j'ai 3. Alors les loyers à Pau, c'est 450, 500 euros. Voilà, pour l'instant j'en ai 3. Et plus les assurances vie qui quand même rapportent un petit peu d'intérêt. Donc grosso modo, je suis à moins de 2000 euros chaque mois. C'est pas mal. Ce qui, alors surtout pour le train de vie à Pau, on va pas se mentir. Ah, vous continuez à vivre à Pau ? Exactement, j'ai acheté cash du coup un appartement à Pau. Et j'ai fait un peu comme beaucoup de gens, passé 30 ans, je commence à quitter Paris, je voyais mes amis, surtout qui se mettaient en couple, qui avaient des enfants, qui avaient un peu tendance à aller à Bordeaux, Nantes, etc. Et c'est vrai que quand on goûte à la vie dans le sud, être à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, c'est vrai que Paris, ça devient un petit peu plus compliqué. Il n'y a rien à faire à Pau. Il y a plein de choses à faire. Vous êtes dingue, vous y êtes allé déjà ? À Pau, dans le Béarn ? Ouais. Absolument, c'est formidable. Il y a beaucoup de choses à faire, on a une très belle vue sur les Pyrénées. À 18h. Si vous êtes habitué à un rythme de vie sans faire de politique, François Bayrou a quand même fait beaucoup de choses pour améliorer. C'est le maire de Pau. Et alors évidemment, on n'a pas l'offre culturelle, les concerts, etc. de Paris, mais non, il y a quand même beaucoup de choses. Et puis c'est surtout être à 1 heure de la mer, 1 heure de la montagne, que ce soit été comme hiver, on a énormément. Voilà, j'espère que l'Office du tourisme ou la mairie va me contacter. Allez, on marque une petite pause et on se retrouve dans un instant avec Bruno Ourcade, le champion des jeux télévisés français. 1 million d'euros, vous racontez dans ce livre, Moi millionnaire, les coulisses de ce jeu. Il y a beaucoup de choses, encore une fois, et puis la même manière dont ça a transformé votre vie. Le supplément média, toujours avec Bruno Ourcade, Moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé. Un auditeur nous demande ce que vous pensez d'Emilien. Il fait un parcours incroyable. Emilien, c'est l'actuel champion de 12 qui est juste incroyable. Hein. Exactement, il a une super mémoire. Déjà, de toute façon, pour tenir aussi longtemps, ça prouve qu'il a de l'endurance, qu'il a de l'énergie et de la culture, évidemment. Et surtout, je pense que je peux me retrouver en lui, parce qu'il a fait un peu comme moi, c'est-à-dire qu'il a fait une croix sur son année, il est étudiant en fac d'histoire, et dès le début, quand il a vu qu'il montait, il a fait une croix sur son année, et c'est-à-dire, il s'est dit, je me consacre à 100% dans l'émission. Et donc, je pense que, comme moi, il met tous les atouts de son côté. Du coup, ça lui économise beaucoup d'énergie, de fatigue, etc. Donc, je pense qu'il peut aller loin. Qu'est-ce que vous répondez aux gens, justement, d'Emilien ? Je pense que, évidemment, TF1 joue sur le fait est-ce qu'il va battre Bruno ? Est-ce qu'il va dépasser le million ? Est-ce que vous pensez qu'il y a de la triche ? C'est-à-dire que souvent, on entend dire qu'on vous donne des questions à vous qui sont des catégories que vous aimez et qu'on évite les catégories où on sait que vous pouvez chuter et tomber. C'est-à-dire que le choix des questions, c'est pas Jean-Luc Reichmann qui les choisit, c'est la production, ils apparaissent sur son écran et donc la production fait un peu ce qu'elle veut dans les questions. Est-ce que vous avez eu ce sentiment ? Ça enlève rien à votre victoire et autres, mais est-ce qu'ils font tout pour que vous restez plus longtemps dans le jeu ? Moi, personnellement, alors peut-être que je me voile la face, mais moi, j'en ai pas eu tellement l'impression. Peut-être aussi parce que je considère que j'ai pas vraiment de domaine d'expertise. C'est-à-dire que moi, je suis un peu un touche-à-tout. C'est-à-dire que je suis expert en rien. Je suis pas du tout. Il y a plein de maîtres de midi qui sont bien meilleurs que moi en histoire, en sport, etc. Mais j'ai les bases partout. Du coup, j'avais pas l'impression qu'une thématique revenait souvent. Alors que peut-être pour certains maîtres de midi, ils sont passionnés par. Je pense par exemple Paul, qui était un passionné d'histoire. Paul Elkarat, c'est vraiment sa passion. Et du coup, à chaque fois qu'une question histoire revenait, on se disait, comme par hasard, encore une question histoire. Mais je pense que si on prenait un fichier et qu'on calculait, je suis pas sûr qu'il y avait plus d'histoire que de littérature, de sciences, de politique, etc. Mais du coup, comme on savait que c'était son domaine, on était forcément attiré par ça. Mais si on fait les calculs, je pense que si vraiment il y avait toute une émission sur des questions d'histoire, quand même, ça serait bien plus flagrant que ça. Donc vous pensez pas qu'il y a de la triche ? Je pense pas que ce soit la seule chose qui pour moi n'est pas de la triche, c'est la mécanique de l'émission, c'est la première manche. C'est-à-dire que les autres, pour que ce soit un peu rigolo, les autres candidats ont des questions
ce qu'on appelle un peu anecdotiques, genre selon, comme vous disiez, la question coquine, les sondages, etc. Alors que le maître de midi ne l'a pas parce qu'il débute sur une question de culture générale. Et donc c'est peut-être ça le seul point de mécanique qui fait que pour les autres c'est un peu plus compliqué parce difficile. Que c'est quand même plus dur d'avoir une question sur un sondage que sur de la culture. Mais à partir de cette question d'envoi qui est un peu rigolote, enfin, on a les mêmes questions, donc j'ai pas l'impression que ce soit organisé comme ça. Vous, il y a des questions que vous redoutiez, des secteurs sur lesquels vous êtes plus fort que d'autres. Vous disiez Paul Elkarat, c'était l'histoire. Vous, il y avait vos points forts, vos points faibles, c'était quoi? Alors moi, point fort, on va dire tout ce qui est un peu pop culture, c'est-à-dire j'aime beaucoup la musique, le cinéma, les séries télé, la télévision, donc vraiment tout ce qui est j'aime aussi tout ce qui est histoire, littérature. Et mon point faible, c'est un peu tout ce qui est les thématiques du quotidien, c'est-à-dire la gastronomie, la botanique. Ça, c'est vraiment une catastrophe. Et en plus, j'étais gêné parce que parfois, je voyais que c'était des questions évidentes et que surtout, les téléspectateurs savaient, parce que toutes les questions cuisine, est-ce que c'est de la pâte feuilletée, moi, j'en avais aucune idée et je me doutais que les téléspectatrices devant leur télé étaient en mode, mais c'est pas possible. Vous êtes engueulé par votre mère et votre grand-mère? Ma grand-mère, plein de fois, me disait, par exemple, j'ai un problème, c'est que les bouteilles de lait, je n'arrive jamais à retenir bleu, rouge, vert, qui est lait entier. Et à chaque fois qu'on me posait cette question, je me trompais. Et voilà, mon cerveau n'arrive pas à retenir ça, alors que toute personne qui fait ses courses le sait. Et vraiment, vous le savez, Valérie? J'achète pas de lait. Ah bon? Moi non plus. Crémé, c'est ça, il y a une couleur. Bleu, c'est crémé, rouge, c'est entier. Rouge, entier, je crois. Voilà. Exactement. Mais du coup, voilà. Et ça, c'est le genre de choses, je sais que les téléspectatrices le savent. Et moi, à chaque fois, je suis en mode, oh mon Dieu, je vais me prendre plein de commentaires. Mais bon. Et la question sur laquelle vous avez gagné, c'était quoi? Alors c'était, j'ai franchi la barre du million sur une question sur Elizabeth Taylor. La question c'était de quelle célèbre actrice les créateurs d'Astérix se sont inspirés pour dessiner le personnage de Cléopâtre. Alors, je n'avais pas l'information, mais je me suis dit, par rapport à Elizabeth Taylor et le film, ça serait quand même incroyable d'avoir pris une autre actrice. Donc j'ai tenté Elizabeth Taylor et c'était la bonne réponse. Voilà, Elizabeth Taylor. Vous vous souvenez de ce moment? Ah absolument. En même temps qu'on gagne 1 million, on se rappelle un petit peu. L'émotion que vous avez ressentie. Alors c'est très... Parce que vous êtes quelqu'un de très calme. mais complètement. Donc on a pu voir je me souviens des Justes Prix ou des millionnaires, des gens qui se roulent par terre, qui sautent. Vous êtes resté... Moi, je suis resté assis sur ma chaise, j'ai souri, j'ai applaudi. Du coup, ça jurait un peu avec le moins, parce qu'il y a les confettis qui tombent, tous les autres candidats, la prod qui applaudissent, etc. Et moi, limite, je suis là, les bras ballants. Et c'est vrai qu'en fait, déjà, il y a le côté, on réalise pas vraiment. Enfin, c'est pas un seul coup, vous ne gagnez pas d'une quelqu'un qui gagne l'euro-million. Donc vous voyez, voilà, c'est ça. Ça tombe. Vous avez vos gains qui s'accumulent. Exactement. Et puis finalement, à cette émission, j'ai gagné avec beaucoup de guillemets, 5 000 €, ce qui est énorme. Mais en soi, ma cagnotte était déjà à 996 000. Donc finalement, il y a un moment, entre 996 000 et 1 million, enfin, c'est quand même très artificiel, on voit pas la différence. Et puis c'est vrai que tant qu'il n'y a pas l'argent sur ce compte, on se dit que déjà, on perçoit pas, parce qu'on nous dit 1 million, on sait que c'est une énorme somme, mais normalement, j'ai jamais côtoyé ces sommes, donc on le perçoit pas. Et puis aussi, il y a quand même ma nature réservée de me dire, est-ce que c'est pas aussi je sais que c'est une émission populaire, les 12 coups de midi, est-ce que c'est pas indécent? Moi, j'aime pas à la télé, voilà, les gens qui gagnent et qui se roulent par terre, qui en font des tonnes. Moi, je me dis, les personnes qui regardent sont peut-être au SMIC, sont peut-être au chômage, comme c'était mon cas. Je me dis, exulter parce que sur une question sur Elizabeth Taylor, on gagne autant. Est-ce que c'est pas limite indécent vis-à-vis des téléspectateurs? L'argent est arrivé combien de temps après? Alors en fait, ils nous payent chaque mois. C'est-à-dire souvent on s'imagine, j'ai reçu un énorme chèque à la fin. Et en fait, à la fin de chaque mois, ils nous payent sur ce qui a été diffusé. Donc c'est-à-dire à la fin du mois de janvier, je reçois un chèque des émissions sur ce que j'ai gagné en janvier, etc. Donc finalement, j'ai eu 9 chèques tout au long de mon aventure. Et est-ce que vous pensez que vous êtes le plus riche de la petite agence de Pau? À Pau, il y a quand même pas mal de... Je pense qu'il y a des gens... Dans votre agence, vous pensez pas être le plus riche? Ah non, je suis pas sûr. Je parle en particulier, évidemment. Oui, bien sûr. Non, il y a quand même des quartiers très huppés à Pau. Donc, non, je pense que en termes d'Apoloco, ça va. Et vous avez une copine qui vous demandait de lui ramener les pommes potes qui étaient dans ça c'est dans votre livre, hein, exactement, qui sont dans les loges. Vous dites que vous êtes chouchouté, qu'il y a des tas de choses à manger. C'est Flavie, mon amie, et du coup, comme on a une corbeille de fruits avec aussi des boissons, etc. Et elle adore les pommes potes et moi pas spécialement. Donc quand je lui ai dit ce qu'il y avait à manger, elle était en mode mais c'est génial. Donc à chaque fois, tous les jours, je volais entre guillemets, je les mettais
dans mon sac et quand je la voyais, je lui filais tout. Voilà, pas de petites économies. Dans les prime time, est-ce qu'il y a une personnalité qui vous a séduite ou avec qui vous êtes resté en contact? Parce qu'à un moment, vous êtes en équipe avec des stars, ou Mimi Mati ou autre. Est-ce qu'il y a des gens qui vous ont impressionné, que vous n'imaginiez pas rencontrer lorsque vous étiez à Toulouse? Il y en a eu plusieurs. Il y a eu Amel Bent, qui est venue 2 fois, et les 2 fois j'étais en équipe avec elle, et déjà la première émission, donc avant que le tournage commence, elle vient me voir et elle fait « Oh Bruno, j'espère que je serai en équipe avec toi, ma fille regarde l'émission, elle t'adore ». Donc déjà quand on est un petit mec de 29 ans de Toulouse et qui a Amel Ben qui déjà connaît notre nom et nous dit « Je t'adore », enfin, j'étais juste super content. Et en plus une fois j'étais allé au tournage de The Voice pour le plaisir. Et elle était passée devant moi, elle m'a vu, elle a fait « Ah, Bruno !» Donc j'étais tout content de Amel Ben, se rappelle de mon prénom 2 ans après. Et pareil, il y avait Camille Lelouch, où, pour être tout à fait honnête, je connaissais vite fait, je la visualisais, mais je n'étais pas non plus excessivement fan d'elle. Et je m'étais retrouvé à côté d'elle à un prime de Noël, et elle a été adorable, mais vraiment pendant 2 heures. Après, sur Instagram, elle avait envoyé un message. Enfin, je me dis, elle était quand même pas obligée de me retrouver sur les réseaux, d'envoyer des petits cœurs, etc. Donc, franchement, très bonne surprise. Mais à la différence de Paul Elkarat, on vous voit pas aux grosses têtes ou à des soirées parisiennes ou non, mais c'est vrai qu'il faisait des soirées parisiennes. Non, mais oui, mais vous comprenez, à des avant-premières, à des choses comme ça. Vous, on vous a jamais proposé de vous payer pour représenter une marque, pour aller à des soirées, pour vous, ça c'est pas votre truc. Vous avez pas un agent? Non, déjà, je cours pas après. Enfin, maintenant, j'ai un RP, relation presse, pour le livre. En tout cas, j'ai pas d'agent personnel. Et bon, déjà, je cours pas forcément après. Je vis pas pour les caméras. Il y a plein de gens m'ont dit dès la sortie de l'émission, comme tu as été médiatique pendant 9 mois, il faut tout de suite capitaliser là-dessus, il faut tout de suite faire des choses. Et moi, je me suis dit, en vrai, passer à la télé juste pour passer à la télé ou pour se montrer. S'il y a pas de projet derrière ou qu'il y a pas d'intérêt, voilà, c'est pas non plus mon but. Mais voilà. Après, s'il y a des propositions sympas, pourquoi pas. Mais voilà, je me suis pas dit à tout prix, il faut absolument que je me montre et que je capitalise là-dessus. Et c'est vrai que vous allez désormais participer à d'autres jeux télévisés. Hein, on l'a dit en début d'émission. Il y a le Club des Invincibles le 27 avril et le Quiz des Champions, dont vous avez la bande-annonce, Gilles. C'est l'événement sur France 2, le Quiz des Champions. Tous les plus grands champions de jeux télé de France vont s'affronter. On va tenter le doublé ce soir. Ah oui, jamais 1 sans 2, non, c'est pas ça? Oui, c'est ça la bonne expression. Quel est le premier verbe du dictionnaire? Quel pays est le seul dont le nom contient les 6 voyelles? Paraguay, Bolivie, Andorre. Laurence Boccolini, Nagui. Nadal, Federer, Djokovic. Ça s'est joué à moins d'1 seconde. C'est un truc de fou, la vitesse à laquelle il faut répondre. Je vous ai dit, il faut vous entraîner. Est-ce que vous l'avez fait? Ouais, je me suis acheté un petit buzzer. Je passe le week-end à buzzer. Avec Cyril Ferraud, le Quiz des Champions est de retour. Samedi soir à 21h10 sur France 2 et sur la plateforme France.tv. Alors moi j'ai regardé l'émission, Valérie, du coup j'ai récupéré des questions du quiz auxquelles Bruno a parfois chuté ou pas répondu. Alors petite séance de rattrapage, mais vous m'avez confié quelque chose lors de la coupure pub. Le tournage était lointain, donc... Le tournage remonte à 1 an, oui, au mois de juin. en juin 2023. En fait, on tourne souvent par session, et donc c'est-à-dire on tourne plusieurs jours de suite, plusieurs numéros, et qui sont ensuite diffusés tout au long de l'année. Et c'est vrai que oui, quand il y a eu l'annonce, le Quiz des Champions revient, je me suis dit, j'avais presque oublié qu'il y avait eu ce tournage en juin 2023. Ah ouais, c'est tourné si longtemps que ça à l'avance. Et oui, donc après, je pense la magie de la programmation et les chaînes de télé ont beaucoup d'impact. Et puis surtout Cyril Ferraud, qui a un nombre incalculable de primes. Je pense que... Vous trichez pas, Valérie, vous essayez de le battre? Bon, allez. Quel est le premier verbe qui apparaît dans un dictionnaire dans l'alphabet? Aimer? Non. Ça doit être AB, ABC... ABC. Bravo, vous avez raison. C'est une mécanique. Hein. Le deuxième. Accrocher. Abasourdir. Oui, c'est ça. Allez-y. Abolir. Abolir. Incroyable. Trop fort. Et le dernier mot de l'alphabet? Le dernier verbe? Non, le dernier verbe. Ouais. En Z. Est-ce qu'il y a zioter dans le dictionnaire? C'est zioter. Incroyable, vous m'épatez. Valérie. Est-ce que vous pouvez me trouver, c'est aussi dans le quiz que vous verrez samedi, un pays qui appartient à l'ONU et dont le nom de ce pays contient les 6 voyelles de l'alphabet? Ça, c'est la question où on a tous chuté. Exactement. Je me rappelle de la réponse, mais sur le moment, les 10 candidats, on a cherché. Et... Alors Valérie, est-ce que vous avez une idée d'un pays qui contient... Ce soir, vous allez pouvoir briller à table. Azerbaïdjan, non? Non, les 6 voyelles. Donc il y a forcément un Y. Pardon, je croyais que c'était les... Oui. Mais les 6 voyelles, ça veut rien, il y a pas... Ah oui, d'accord. I-O-U-Y, ouais. Et on avait tous chuté là-dessus. Et vous vous souvenez de la réponse? Alors, je me souviens de la réponse. C'était le Royaume-Uni.
Le Royaume-Uni. Du coup, il y a AEIOUY. Ça, vous pouvez. Et c'est vrai que c'est une question très rigolote et personne n'avait entendu cette anecdote. On a tous chuté là-dessus. Dernière question d'histoire, Valérie. Quel est le premier roi français qui a eu la chance d'être pris en photo ? Et c'était en 1840. C'est fort, très ça. doué en histoire, moi. Quel roi a connu la photo ? Louis-Philippe ? C'est Louis-Philippe. Ouais. Bah ouais, 1800, c'est... Parce que j'ai eu la date, mais... Oui, c'est ça, sinon... Parce que j'ai eu la date, 1840, Louis-Philippe. 1830, 1848, ça je me rappelle. Vrai Oui, je crois 1830, 1848, Louis-Philippe, mais... C'est incroyable quand même. C'est pas très utile au quotidien de connaître les dates de Louis-Philippe Ier. C'est fascinant quand même quand nous on a reçu Paul Elkarat ici, il y a quand même quelque chose d'étonnant ou de fascinant dans ça. C'est vrai que en plus, souvent, les gens me demandent comment faire comme conseil pour participer à une émission. Et c'est vrai que d'un côté, il y a le côté, je pense, il y a quand même des prédispositions. Ouais. Et je pense que tous les plus grands champions, on le voit avec le côté la mémoire, la rapidité. Après, ça s'entraîne, puisqu'on considère que le muscle, c'est comme un cerveau. Donc, si on est passionné par ça... Un cerveau, c'est comme un muscle. Ah, j'ai dit le muscle, c'est comme un cerveau. Merci. Et donc, du coup, il y a quand même... En effet, le côté, à force de s'entraîner, de faire des quiz en permanence. Là, on voit la gymnastique, c'est-à-dire vous dites le premier verbe A, AB, il y a une sorte de logique. Exactement. Et alors la question de Gilles qui vous a pas posée, vous avez reçu des demandes en mariage, des propositions, des demandes, des déclarations d'amour. Un petit peu, il y a toujours des gens sur les réseaux sociaux qui montrent leur intérêt. C'est vrai que moi, je suis un peu vieux jeu là-dessus. Je suis un peu à l'ancienne, c'est-à-dire je me suis jamais inscrit sur une application de rencontre. Je préfère rencontrer les gens en vrai dans des bars. Ça fait que je suis toujours célibataire du coup, mais. Et oui, est-ce que vous, du coup, vous demandez si c'est pas pour votre argent ou pour ce que vous êtes qu'on vous fréquente ? J'ose croire que je suis pas à un niveau financier non plus incroyable. Enfin, je suis pas non plus un footballeur du PSG. Enfin, si on sort avec moi juste pour mon argent. C'est évidemment énorme, 1 million d'euros, mais comme je dis, je fais des investissements locatifs. Donc finalement, moi, en cash, pour dépenser dans la vie courante, j'en ai pas tant que ça, parce que quasiment tout l'argent est investi. Donc ce serait quand même un mauvais plan d'être avec moi juste pour mon argent. Il n'y a pas un truc que vous êtes offert en disant, allez, je me l'offre. Il n'y a pas eu une montre, un truc qui vous a fait plaisir. Des voyages, non ? Ouais, je pense vraiment. Il n'y a pas un repas, vous n'avez pas fait. À part les voyages. Vous n'avez pas été dans les restaurants gastro en disant, je m'offre un gastro ? Alors peut-être un peu plus comme je fais souvent des allers-retours entre Pau et Paris, de plus en plus je fais la première classe SNCF. Parce qu'avant ça n'avait absolument pas la logique. Mais Pierre Guénière, un truc comme ça, non, même pas. Non, je suis très... à part les voyages où je me fais un peu plus plaisir, c'est-à-dire on prend des meilleurs hôtels ou les billets d'avion. Gilles, comment s'appellent les habitants de Pau ? De Pau, c'est super simple. Je ne réponds pas aux questions aussi simples. Vous ne savez pas. Ah, je réponds pas aux questions simples. C'est parce qu'il ne connaît pas la réponse. Ce sont les Palois et les Palois ne sont pas contents après vous. Ah, c'est vrai Oui, monsieur Gansman, il faut sortir un peu de Paris et Londres, car il n'y a pas que des agriculteurs à Pau, il y a pas mal d'industries. Vous avez rajouté de Londres. Non, c'est lui qui l'a dit, c'est un auditeur qui vous écoute, il sait que vous allez à Londres. Je vais souvent à Londres. Voilà, il n'y a pas que des agriculteurs à Pau, il y a pas mal d'industries, dont Sanofi, Total, Safran, et il y a même un aéroport pour les Parisiens comme vous qui ne connaissent rien. Et toc. Et il a bien raison, je vous ai trouvé extrêmement désagréable. Auprès des Palois. Et c'était ironique et je viendrai à Pau prendre un verre pour découvrir... Et du coup, vous avez quitté Paris pour Pau ? Absolument. Alors là, je suis souvent sur Paris, quand il y a de la promo, des tournages, etc. Mais je me suis inscrit sur la liste électorale de Pau. Je pourrais voter en juin à Pau. Et je savais que c'était dans le Béarn parce que ma mère est née à Pau. Et vous ne saviez pas que c'était une Paloise ? Non. Voilà, moi millionnaire, comment je suis devenu le plus grand gagnant des jeux télé. C'est aux éditions hors collection, vous apprendrez plein de choses sur les coulisses des jeux télé. Merci Bruno Ourcade d'avoir été avec nous, puis samedi soir. Quiz des champions, merci à vous.